Nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Énergie des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Nous entendons aujourd'hui M. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, Monsieur le ministre, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat. La vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux, puis consultable. Elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je me permets de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14, 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Monsieur le ministre, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci. Avant de vous céder la parole, je vous invite également à nous préciser si vous détenez ou avez détenu dans le passé des intérêts de toute nature dans le groupe Total Énergie ou chez l'un de ses concurrents, y compris sous forme de prestations de conseil ou de participation à des cénacles financés par les énergéticiens. Absolument pas. Pas même une carte de fidélité auprès d'un réseau de stations-service, Monsieur le Président. C'est encore mieux que moi je n'ai pas le permis. Votre réponse sera mentionnée au compte-rendu, Monsieur le ministre. Je vais vous laisser tout de suite pour votre propos introductif et vous répondre ensuite aux questions de chacun. Très bien, merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'abord, je me propose dans une introduction à ce propos introductif, ou en tout cas dans un premier mouvement, de dire un mot de ce qu'est notre action globale en matière de transition écologique pour zoomer sur la partie totale et donc la manière dont, sur le sujet que votre commission d'enquête traite, il pourrait y avoir des sujets qui vous intéressent. Bon. Une action en faveur de la transition écologique, elle s'exerce évidemment à plusieurs échelles, et la première de ces échelles, c'est bien entendu l'échelle internationale. Compte tenu de la taille du groupe Total, je ne peux évidemment pas ne pas en parler. La France a pris des engagements internationaux, notamment en matière de sortie des énergies fossiles. Je vous rappelle notre implication de manière globale dans les COP, et pour être factuel, la dernière d'entre elles qui a acté, même en des termes que la France aurait aimé plus engageants, la sortie des énergies fossiles, constitue évidemment notre feuille de route. Je ne vous rappelle pas les propos tenus par le président de la République, par Agnès Pannier-Runacher, et cet engagement de sortie des énergies fossiles. Ce calendrier, ou plus exactement ces engagements mondiaux, se double d'un engagement national fort exprimé par le président de la République avec cette volonté de sortie des énergies fossiles, en commençant par le charbon pour la fin de ce quinquennat, etc. Lors de la COP26, nous avons rejoint, avec une vingtaine de pays, l'accord qui mettait fin au financement à l'étranger de projets d'exploitation d'énergie fossile, avec la perspective que cet arrêt de financement puisse intervenir à la fin de l'année 2022, et dans la loi de finances pour 2023, nous avons bien cessé d'octroyer des garanties export pour l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de toutes les énergies fossiles, ce qu'on appelait auparavant les garanties COFAS. Ça vaut pour les activités d'exploration, ça vaut pour les activités de production, ça vaut pour les activités de stockage, de transport, de raffinage, et ça vaut pour le pétrole comme pour le gaz. La France est également membre d'un certain nombre de coalitions et d'initiatives qui ciblent à la fois les énergies fossiles et leur financement. Je pense très concrètement à E3F, Export Finance for Future, qui regroupe 7 pays européens, qui a comme vocation de faire du financement public des exportations un levier clé dans la lutte contre le changement climatique, en imposant des restrictions sur les projets d'énergie fossile à l'étranger, tout en améliorant le soutien aux projets soutenables, comme Beyond Oil and Gas, lancé par exemple en 2021,
qui a pour objectif d'aligner les productions de pétrole et de gaz sur l'accord de Paris. Je termine sur ce volet international en vous rappelant que, de manière plus générale, évidemment dans le cadre européen, nous sommes amenés à porter une voie ambitieuse en matière de climat, de biodiversité, de gestion de l'eau ou de pollution plastique. Et là, je pense, par exemple, à nos engagements pris lors de la COP15 de Kunming-Montréal, même si la première source d'érosion de la biodiversité, c'est l'étalement urbain et l'artificialisation, le dérèglement climatique et le changement a un impact sur les populations, le fossile étant la principale source de dérèglement climatique. L'alignement de nos engagements sur ces sujets de biodiversité vaut évidemment engagement clair sur ces questions. Idem, nous nous engageons à favoriser l'utilisation des solutions qui sont fondées sur la nature, sur la restauration et la conservation des écosystèmes de manière large et sur la protection des puits de carbone nécessaires au stockage de gaz à effet de serre. Vous connaissez mon engagement et ma volonté de faire en sorte là aussi que nous puissions être alignés, y compris au travers du zéro artificialisation nette dans sa version souple, votée le 13 juillet dernier par le Sénat. Enfin, la lutte contre la déforestation, là aussi sur le plan national et international, et l'évolution des pratiques agricoles s'inscrit dans cette logique. Ambitieux et engagé sur le plan international, ça suppose d'être le plus exemplaire possible au niveau national. De ce point de vue, notre cadre en matière d'hydrocarbures, il a été posé par une loi qui est la loi Hulot de 2017, avec fin des garanties à l'export sur les énergies fossiles, refonte du label ISR afin d'exclure ces mêmes énergies fossiles qui ne sont pas des positions ou des pétitions de principe, mais qui sont bien des décisions qui ont été prises. Avec une continuité, donc, en juillet 2017, la France a confirmé au travers du plan climat son engagement envers l'accord de Paris et son ambition à faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité absolue avec l'annonce de la neutralité carbone pour 2050. Je vous rappelle que cet objectif a été inscrit dans le Code de l'énergie, à l'article L100-4. Je vous rappelle qu'il l'a été ensuite par la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, qu'on retrouve cette ambition au cœur de la SNBC 2 adoptée en avril 2020, et que cette feuille de route pour mener notre politique d'atténuation au changement climatique et respecter nos objectifs de réduction est inchangée, qu'elle sera complétée avec la SNBC 3 et bien entendu avec l'ensemble du volet PPE qui décrit de manière précise sur les années 25-35 les orientations de notre politique énergétique et qui traduit nos ambitions en matière de réduction de nos consommations et de développement des moyens de production énergétique décarbonés. J'évoquais la loi Hulot puisqu'elle est évidemment cruciale dans tout ça. Vous savez que en 2011, pour la première fois, la France a annoncé qu'elle s'engageait en faveur de l'interdiction totale de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par la technique de fracturation hydraulique. Ce qui d'ailleurs n'avait pas été sans débat avec un certain nombre de territoires qui s'étonnaient qu'on ne puisse pas exploiter des ressources éventuelles qui étaient ici. Ce cadre a été en fait la première pierre qui a amené ensuite la loi Hulot sur le fait de poser des limitations nationales et d'indiquer notre volonté d'arrêter progressivement l'extraction des hydrocarbures en France avec une date d'extinction au 1er janvier 2040 et un choix de ne plus délivrer de nouveaux permis d'exploration afin de conduire à une extinction progressive de la production nationale d'hydrocarbures, production qui est résiduelle puisqu'elle est de moins de 1% de nos consommations et elle fait l'objet à l'heure actuelle de sujets et de débats sur un des sites qui assure cette production. Je veux vous dire que pour sortir de cette dépendance, parce qu'on parle bien de dépendance, on doit évidemment être capable de jouer sur tous les leviers, à commencer par la réduction de notre consommation d'énergie. Je ne réouvre pas le sujet, mais je pense qu'il n'y aura pas de question là-dessus, mais ça me semblait important à dire parce que c'est ce qui explique la cohérence de l'ensemble. Une partie des arguments des pétroliers étant de dire qu'il faut explorer de nouveaux gisements pour faire face à de nouveaux besoins. Donc la réduction de nos besoins et le fait de montrer qu'on est capable, avec moins, de conserver ou d'avoir une qualité de vie, une capacité à répondre à des intérêts stratégiques est évidemment essentiel. 2, c'est de produire des énergies alternatives. Et dans ces énergies alternatives, vous savez, la cohérence de notre projet qui consiste à la fois à nous doter d'énergie pilotable, et donc du nucléaire, et en parallèle de développer les énergies renouvelables. C'est ce qui fait la crédibilité de la feuille de route de sortie des énergies fossiles. Cette augmentation de production d'énergie, elle n'est absolument pas un petit sujet.
elle est un défi absolument majeur pour lequel nous aurons besoin des énergéticiens. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Enfin, 3 défis. Pour ces 3 défis de sobriété, d'augmentation de la consommation, de la production d'électricité, de doublement de la production de chaleur. Vous connaissez, je pense, tous et toutes, tout ce qui est sur la table, depuis l'électrification des usages, l'augmentation révisée à la hausse, je ne vous redonne pas les différents éléments de ce qui est prévu, les biocarburants, le biogaz, la chaleur renouvelable. Si ensuite il y a des sujets, on aura l'occasion d'y revenir. Ces chantiers sont colossaux. Ils le sont en intensité d'investissement, ils le sont en intensité humaine, et nous aurons donc besoin, pour les conduire, d'embarquer les énergéticiens et les entreprises. Et dans ce schéma, la place de Total, compte tenu de son importance, compte dans ce chemin de transition. Non pas pour continuer à aller chercher du pétrole, mais pour nous aider à décarboner cette production d'énergie. Il n'y a pas de modèle de transition possible sans l'appui et sans l'effort du secteur privé, quel que soit le pays dans lequel on se place. Et donc on est dans cette équation dans laquelle on doit être capable de trouver des alliés et d'être en capacité de pouvoir prendre ce virage de la transition écologique avec tout le monde. La planification écologique que notre pays a arrêtée, qui permet de dresser secteur par secteur des trajectoires de décarbonation, montre d'ailleurs que c'est aussi l'intérêt des entreprises d'organiser leur propre transition, à la fois parce que nous avons des demandes citoyennes qui sont en augmentation, mais qu'il y a une forme d'enjeu existentiel. Et donc je n'entrerai pas dans le piège qui consisterait à opposer entreprise et État, parce qu'à la fin on est dans le même navire et que le secteur privé, pour une large part, a commencé à réduire ses émissions, l'industrie étant, sans doute aussi parce qu'elle est plus soumise à des contraintes de prix, en avance de phase sur d'autres domaines, avec des chiffres sur la décarbonation qui sont assez explicites. Pour embarquer ces entreprises, il faut qu'on pose des cadres qui aident. Et ces cadres, et qui moralisent, et qui expliquent que, indépendamment de ce que peuvent être les retombées ou les dividendes financiers, il faut qu'on regarde ce que sont les retombées et les dividendes climatiques avec les impacts éventuels d'externalités négatives laissées à la charge des collectivités. C'est l'adoption du CSRD ou de l'ESRS ou du devoir de vigilance des entreprises de manière encore plus récente qui s'inscrivent dans ce chemin. Obligation de transparence pour que nous ayons une analyse des risques climatiques lorsqu'ils sont matériels, mais surtout pour mesurer les impacts qu'ils peuvent avoir et corriger dans les chaînes de valeur les atteintes à l'environnement qui seraient laissées à la puissance publique quand une partie, au contraire, des profits échapperait au partage avec la puissance publique. Pour disposer de données comparables, le fait de le faire en européen est la meilleure des garanties pour qu'on évite de crier aux distorsions de concurrence ou aux clauses miroirs et qu'on évite des délocalisations entre nos pays. Et de ce point de vue, je suis attaché à ce cadre. Enfin, le sujet de l'adaptation, dont je dis un mot très rapide puisqu'il est devant nous, participera à cette transition, y compris en intégrant une trajectoire de réchauffement de référence dans l'évaluation environnementale des entreprises. Tout ça pour dire que le dérèglement climatique est en train de faire évoluer structurellement les modèles économiques des entreprises pour intégrer les impératifs environnementaux. Et ma conviction la plus forte, c'est que nous, puissance publique, nous avons à faciliter ce cadre de transparence et d'analyse qui intègre l'ensemble de ces dimensions. Je termine donc par ma conviction qui vous permettra ensuite de poser les questions. Très clairement, le modèle économique que Total Énergie a longtemps exploité est une partie du problème et sa transition écologique doit être une partie de la solution. L'enjeu est de savoir comment on accompagne les entreprises, et celles-là de manière singulière, de la meilleure façon, avec un exemple simple, c'est que l'interdiction des véhicules thermiques en Europe, qui n'a pas été sans débat, y compris jusqu'au dernier moment, implique, ou plus exactement, est absolument obligatoire si on veut tenir un objectif de neutralité à l'horizon 2050. Mais quand vous savez que le remplacement des voitures thermiques par des voitures électriques avec un horizon si bref représente un mur à la fois d'investissement et de production électrique pour être capable de le faire, vous mesurez l'ampleur de l'enjeu.
En posant ce cadre, néanmoins, on envoie un signal sur l'intérêt qu'il y a à investir dans cette production d'électricité pour être capable de changer de modèle. Et le fait que Total ait récemment investi pour devenir producteur de biocarburants sur le territoire avec la reconversion de 2 de ses raffineries traditionnelles, la Med et Grand Puy, pour précisément pouvoir assurer une partie de l'approvisionnement en hydrogène de ces sites de production de biocarburants par le craquage de gaz issu du procédé de bioraffinage, s'inscrit dans ce chemin. J'ajoute que Total Energy est un participant actif des groupes de travail pour établir les mécanismes autour de ces biocarburants et que Total Energy a notamment porté son ambition sur l'utilisation d'hydrogène renouvelable et souhaiterait que le mécanisme propose des objectifs incitant plus fortement l'usage d'hydrogène que ce que le minima européen prévoit. Voilà en introduction, si j'ose dire, le cadre que je pouvais essayer de poser en indiquant la profondeur de champ sur les questions internationales dans lequel cette audition, de mon point de vue, se déroule et se poursuivra, puisque si j'ai bien compris, vous voyez ensuite le ministre des Affaires étrangères avec cette dimension internationale qui sera encore un peu plus présente. Très bien, Monsieur le ministre. Je viens d'entendre, comme tous, vos propos qui sont clairs, on connaît vos convictions et vos implications, mais on a un peu l'impression que vous êtes passé quand même par l'école du Quai d'Orsay. Tout ça, en termes diplomatiques. Imaginons, Monsieur le ministre, je suis Patrick Pouyanné. J'entends ce que vous dites. Moi, je vous réponds, oui, mais tant que les Français mettent de l'essence dans leur voiture, mettent du gaz pour se chauffer, c'est normal que je sois en situation d'aller chercher et exploiter de nouveaux gisements. Vous répondez, oui, mais il faut s'engager, il faut évidemment réduire considérablement la demande, parce que forcément, s'il y a de la demande, il faut bien que quelqu'un fasse l'offre. Et tout le monde, tous ceux qu'on a entendus nous disent, puisqu'il faut répondre à la demande, autant que ce soit une entreprise française, plutôt que BP, Shell ou Exxon qui répondent. Comment est-ce qu'on trouve, en fait, une voie de passage entre le fait que vous dites il faut accélérer la transition, il faut réduire considérablement la demande en énergie fossile, mais le rythme de la réduction de la demande est pour le moins assez faible pour le moment, parce que les gens continuent d'avoir besoin d'énergie fossile. Et de l'autre côté, évidemment, le discours de Total Energy qui dit, nous, on s'était engagé dans le renouvelable, mais pour le moment, et pour répondre à la demande, on produit du pétrole et du gaz. Comment vous faites le chemin de crête qui dirait Total Energy a raison de faire comme elle fait, du fait de la demande, ou en sens inverse, on va accélérer, on va associer Total Energy, on va lui demander d'accélérer sur le renouvelable. On a un peu l'impression, depuis le début de ces auditions, qu'on bute constamment. Tout le monde dit Total Energy peut mieux faire. Très bien. Et aussitôt, on nous dit ah oui, mais il faut les laisser exploiter, explorer, parce que de toute façon, il y a de la demande. Donc, on a l'impression qu'on tourne en rond sur bon, et après, parce que si c'est pas Total, si c'est pour avoir Exxon partout, on voit pas bien ce qu'on gagne. Alors, quel chemin? Allez, je suis un bon élève. Dites-moi quel chemin il faut que je prenne. Bon, donc monsieur, vous voulez que je fasse comme si vous étiez le président Pouyanné, si j'ai bien compris, parce que c'est quand même comme ça que vous m'avez présenté les choses. C'est juste que le président Pouyanné ne s'inquiète pas, je n'ai pas d'ambition. Non, pour être extrêmement clair. D'abord, ce que vous décrivez, Président, c'est toute la difficulté d'un modèle qui est un modèle de transition dans lequel, sur un claquement de doigts, on ne peut pas passer d'une situation à l'autre. J'ai utilisé le terme de dépendance. Toute notre économie a été basée depuis des décennies sur un modèle dans lequel les énergies fossiles ont permis non seulement d'apporter des réponses économiques, une accélération, mais elles ont façonné une partie de l'aménagement du territoire. Et donc, je disais un mot sur l'étalement urbain. La forme de nos villes aujourd'hui nécessite qu'on continue à avoir des véhicules et que si vous n'avez pas les alternatives ou le réseau de recharge qui vous permet de passer à une alternative de manière crédible,
on ne peut pas juste être sur du yaka ou du faucon. Je vais vous dire deux choses. Et la première, elle sera, j'allais dire, empreinte d'une vision gaulliste des choses, Monsieur le Président, à laquelle vous ne pourrez qu'être sensible. Nous discutons d'une entreprise française, mais de ressources qui ne le sont pas. Notre souveraineté, si j'utilise ce mot et que je pars de ce principe, nous sommes importateurs d'énergie et nous sommes dépendants des énergies fossiles depuis le premier jour par rapport à une ressource que nous n'avons jamais produite. La transition écologique, je vous l'indique, elle est l'occasion de renforcer notre souveraineté énergétique. Ça a été tout le programme nucléaire à une époque. Aujourd'hui, les techniques nouvelles qui existent et qui vont permettre autour du renouvelable d'aller nous doter de nouvelles capacités, ça ne va pas à l'encontre des intérêts de la France. L'intérêt de la France, c'est la transition écologique pour retrouver sa souveraineté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, y compris dans la manière dont vous avez formulé les choses, qu'il y ait une demande, personne ne le nie. Qu'il y ait besoin de répondre à cette demande tant qu'il n'y a pas d'alternative, personne ne le nie. Le sujet, c'est devons-nous aller explorer ou chercher de nouveaux gisements dans un contexte où le consensus aujourd'hui, c'est que les gisements existants suffisent à répondre à la demande et donc que les nouvelles explorations conduiront à une surproduction d'énergie fossile alors que nous savons que c'est la difficulté. Avec un problème dans le problème, c'est que la recherche de ces nouveaux gisements vise à rendre plus compétitives ces énergies fossiles et donc potentiellement en accroître la dépendance puisqu'on baisse le coût d'une partie de ces productions. La limite, et ce n'est pas du tout un discours Quai d'Orsay que de dire ça, c'est à partir de quel moment nous considérons que notre conception de la souveraineté et de la transition écologique doit nous conduire à interdire certains États à utiliser les ressources qui sont sur leur sol ou à passer contrat avec des entreprises pour les exploiter. Avons-nous mandat pour expliquer à l'Ouganda ou au Guyana, de manière extrêmement concrète, avec qui ils doivent travailler? Et à partir du moment où ces États le décident, est-ce que c'est à nous de dire quelles sont les entreprises avec lesquelles ils peuvent faire, avec lesquelles ils ne peuvent pas le faire? C'est un deuxième débat, si je peux me permettre. Mais ce que j'assume complètement, c'est que la transition écologique, elle est bonne pour notre souveraineté, elle est bonne pour notre pays, et elle est bonne pour notre pouvoir d'achat à terme, parce qu'elle nous permet de reprendre la maîtrise de notre destin. Le fait de l'organiser dans un cadre planifié, elle est ce qui nous évite d'être submergés par une concurrence de pays continents qui ont une force de frappe économique plus importante que la nôtre et qui, parce qu'ils ont des standards unifiés sur des marchés intérieurs qui sont plus larges, leur permettrait de gagner une partie de la bataille idéologique. Et sur la voiture électrique, dont je sais qu'elle fait couler parfois beaucoup d'encre, l'augmentation continue au cours de ces derniers mois, même si on n'a pas les chiffres de ces dernières semaines, de la part des immatriculations de l'électrique avec le 1% par mois que nous gagnons et les 20% avec lesquels on a commencé cette année, montre l'intérêt pour précisément ne pas être submergé par un modèle qui serait intégralement construit de l'étranger, d'accompagner notre filière dans une transition qui est nécessaire et du besoin de se comporter en Européen sur le sujet. Donc, moi, j'assume à la fois pleinement le fait que si je me place du côté de l'intérêt de notre pays, ce qui est pas seulement ma fonction, mais ma conviction de citoyen, il n'y a pas de contradiction entre le fait de soutenir la sortie des énergies fossiles et le fait d'être attaché à notre pays, et que dans le même temps, on est face à une entreprise qui est elle-même en prise avec des États souverains, et que c'est la limite de ce que peut être parfois notre capacité à agir. Ce qui m'importe, c'est la cohérence qui consiste à ne pas soutenir, y compris avec des soutiens à l'exportation, un dispositif qui faciliterait le fait qu'on aille favoriser de nouveaux gisements à l'étranger. Voilà ce que je peux dire de manière générale avant peut-être d'entrer dans le détail sur tel ou tel élément. C'est très clair. Monsieur le rapporteur. Merci, merci Monsieur le Ministre pour vos propos. Vous avez raison, le Président l'a dit, on n'est pas forcément sur le même terrain d'atterrissage sur les propositions que nous portons, mais on est face à une contradiction majeure. À la fois, le chaos climatique s'installe, il va s'empirer si on n'agit pas. La communauté internationale est très claire. L'Agence internationale de l'énergie, construite par les pétroliers, ce qui n'est pas quand même anodin, dit clairement il faut arrêter d'aller ouvrir de nouveaux champs pétroliers ou gaziers. C'est ce que dit le GIEC, c'est ce que disent les Nations Unies, c'est ce que dit le Président de la République. Et on a un groupe énergétique qui porte le drapeau français, quel que soit aujourd'hui son actionnariat, par son histoire, par le fait que son siège social soit en France,
et qui, de fait, assume d'aller chercher plus de pétrole, plus de gaz, d'augmenter sa production et d'aller ouvrir de nouveaux champs, en contradiction avec tout le consensus international. Et on a de fait une économie pétrolière qui est tellement rentable aujourd'hui qu'au fond, intrinsèquement, elle n'a aucun intérêt à sortir du pétrole et du gaz. Donc comment l'action publique intervient pour que cette aberration cesse? Alors, ce que fait la France, vous l'avez rappelé, on a arrêté les crédits aux exportations. Très bien. Vraiment très bien. On a porté ça suffisamment longtemps pour ne pas s'en satisfaire. 2, vous l'avez rappelé, on a interdit l'exploitation de gaz de schiste sur notre territoire, parce qu'on considère que c'est un drame environnemental et climatique. Le problème, c'est que l'État français, quand même, au-delà de ces mesures, soutient Total à l'international. Quand le président de la République emmène Total en Papouasie, Nouvelle-Guinée, pour faire des nouveaux champs gaziers, quand la France soutient les projets au Mozambique ou en Ouganda, de fait, nous sommes des acteurs de cette poursuite totalement folle. Et donc, ma question, c'est comment vous, à la place où vous êtes, on fait en sorte que, au fond, la France ne soit pas dans une forme d'hypocrisie qui est à la fois de tenir le discours de la sortie des énergies fossiles, mais qui, de fait, est d'aller chercher toujours plus de pétrole et de gaz. Et vous l'avez parfaitement dit. Au fond, le sujet, ce n'est pas de savoir si ce n'est pas Total, c'est les autres. C'est qu'à un moment donné, si ces acteurs-là, et moi je suis un patriote, y compris de nos entreprises, si ces acteurs-là font autre chose, on n'aura plus besoin d'aller chercher du pétrole et du gaz encore. On en a parlé hier en session. La filière française d'énergie renouvelable se porte, vous le savez, extrêmement mal. Pas en termes d'installation de capacité, en termes d'industrie. Et qu'on a un acteur qui pourrait, s'il mobilisait ses investissements, ses compétences, son savoir-faire, pour faire des énergies renouvelables, y compris en industrialisant notre pays, ce serait clairement autre chose. Nous deviendrions un pays pionnier. Deuxième point, donc comment, au fond, est-ce que la France, l'État, intervient dans pas mal d'entreprises, à travers la BPI, à travers l'Agence de participation de l'État. Est-ce qu'au fond, la France qui prendrait, enfin l'État qui prendrait une participation dans Total pourrait être un acteur, au fond, influent? Il ne s'agit pas de nationaliser Total, mais d'avoir une participation pour intervenir dans ses assemblées générales et dans sa ligne stratégique. Est-ce que c'est une option pour vous? Deuxième point, le gaz. Il y a quand même aujourd'hui, alors bien sûr, il faut intervenir sur la demande et objectivement, la sortie, le désinvestissement de Total sur les réseaux de bornes de recharge n'est pas une bonne nouvelle sur sa stratégie d'électrification du parc automobile. Mais on est quand même en train de verrouiller notre dépendance vis-à-vis du GNL et particulièrement du gaz de schiste. Total a encore signé un contrat il y a quelques jours pour faire un peu plus de gaz de schiste aux États-Unis. Là aussi, vous êtes responsable de la politique climatique. Comment vous, au fond, vous intégrez l'ambition et la sincérité au regard de la réalité des chiffres, de notre politique climatique, à partir du moment où on importe de plus en plus de GNL, ce n'est pas bon pour notre souveraineté énergétique, on verrouille nos capacités d'importation de GNL, donc on va en faire pour longtemps, et dans ce GNL, il y a beaucoup de gaz de schiste, ce qui est une catastrophe pour le climat, vous le savez. Donc là aussi, comment, à votre place, vous pouvez intervenir pour qu'on sache mieux, au fond, quelle est notre trajectoire climatique, y compris par rapport au GNL. Merci. Bon, ce n'est pas le moment où je sors ma carte joker. Je ne suis pas le ministre de l'énergie, mais je précise qu'une partie de ma réponse, je vais être transparent, cash sur ma façon de répondre. Je précise juste que sur une partie de ça, il ne vous a pas échappé qu'il y avait un ministère de la transition énergétique chargé justement d'assurer le mixte jusqu'en janvier, et depuis une répartition où mon pôle ministériel organise la sobriété et l'efficacité, mais sur le plan de la production,
les choses sont reliées au niveau de Bercy, y compris compte tenu de l'enjeu industriel que représentent les prix de sortie des différentes énergies et l'enjeu de la relance du nucléaire. C'est une déception pour nous, c'était quelque chose que nous avions construit avec le président Sarkozy, de ramener l'énergie à l'écologie. Mais je sais que vous êtes nombreux dans cette salle à regretter le président Sarkozy, Monsieur Jadot, mais si vous voulez bien, ça fera peut-être l'objet d'une autre commission à laquelle je serais heureux de participer, cette fois-ci comme spectateur. Mais bon, alors, j'y vais par étapes. Mais il y a une nostalgie qui grandit. Je ne peux pas m'empêcher de penser à un moment qui n'a absolument rien à voir. Il se trouve qu'en tant que ministre de la Cohésion des Territoires, nous avons reçu les associations d'élus pour discuter de la situation budgétaire du pays il y a quelques jours. Et André Léniel a cité Nicolas Sarkozy comme un modèle de ce qui avait été fait à une époque de manière contracyclique en soutien des collectivités territoriales. Je laisse ça à votre sagacité et à votre sagesse. Bref, je reviens à mon sujet. Notre responsabilité et notre cohérence, c'est de diminuer le besoin de consommation. Dans la complexité, entre guillemets, dont on parle, dans le fait que nous savons que c'est une transition, comment est-ce qu'on peut nous faire en sorte d'être le plus crédible possible pour tenir ces engagements en organisant le besoin de moins d'énergie fossile. Ça passe évidemment par des mesures qui peuvent sembler, qui sont grand public, comme la voiture électrique. Ça passe parfois par des investissements de soutien massif, je pense aux sites les plus émetteurs, à la question, par exemple, du soutien à la décarbonation des aciéries, avec des impacts en termes de tonnes qui sont extrêmement importants. Ça passe, par exemple, par les réseaux de chaleur. Le soutien plébiscité, d'ailleurs, au Sénat, qui a poussé à des augmentations de crédits de l'ADEME dans le cadre du budget en cours, ce qui nous a permis d'augmenter de 300 millions les crédits qu'on consacre avec une demande des collectivités territoriales. C'est un excellent moyen, là aussi, de gagner en efficacité énergétique, de diminuer une partie des besoins et de bien employer nos crédits. Ça, c'est la pierre angulaire de ce qui nous permet, dès lors que nous ne produisons pas de pétrole, de faire en sorte qu'on en ait moins besoin et en parallèle d'électrifier le parc, avec ensuite une tension entre ce qui relève d'une forme de liberté individuelle et d'organisation collective. Je dis un mot très rapide là-dessus. Si je prends un débat autour de la pompe à chaleur versus la chaudière à gaz, avec des positions sur le fait de dire jusqu'où est-ce qu'on doit aller, est-ce qu'on doit pousser le tout pompe à chaleur en faisant en sorte d'aller interdire les installations nouvelles de chaudière gaz. Vous vous souvenez de débats théoriques qui ont eu lieu, de discussions qu'on puisse tenir dans divers cénacles. La responsabilité du gouvernement, telle que je la conçois, ce serait super qu'on puisse dire les choses de manière simple, mais elle est un tout petit peu plus complexe si on veut tenir compte de tous les paramètres. Dans un contexte où aujourd'hui, on est meilleur sur la production de chaudière gaz que de pompes à chaleur, où on a une capacité de production nationale faible et où ce sont les Polonais et les Chinois qui sont les meilleurs, j'assume qu'on ait un calendrier dans lequel, au fur et à mesure qu'on développe une capacité de production, on évite de faire pour les pompes à chaleur ce que nous avons fait pour la voiture, c'est-à-dire mettre de l'argent public qui, à la fin, conduirait à augmenter nos importations et produirait du chômage chez nous. Donc le rythme, c'est pour ça qu'on parle de transition, ça doit être d'être capable de regarder, de la même manière que pour les voitures, un des enjeux pour la réduction de la demande et même pour tenir la trajectoire, ça n'est pas seulement l'électrification du parc, c'est le poids des véhicules. Pour ne pas qu'on perde d'un côté, en besoin de consommation supplémentaire, ce qu'on aurait gagné de l'autre, y compris par rapport à la valeur de l'extraction. Et là aussi, même si certains trouvent qu'on ne va pas assez loin, regardez comment au début on pousse à une électrification tout en faisant en sorte d'avoir les modèles qui sont les plus adaptés possibles. Ça se fait avec des étapes, et le Yaka Faucon est toujours très simple à tenir, mais dès lors que vous le confrontez à la réalité, il est plus complexe. Donc, la cohérence, c'est de continuer à prendre des mesures de ce type. Je suis totalement hostile à ce qu'on prenne une participation non totale, pour plein de raisons. La première de ces raisons, c'est que compte tenu du capital de cette société, le prix, entre guillemets, de l'action nous conduirait, sauf à vouloir nous comporter en activistes dormants, à devoir y mettre des crédits qui seraient utiles ailleurs, en particulier pour aller développer et investir dans la transition écologique qu'on a grand besoin dans beaucoup de domaines. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que je considère que ce serait contraire à la loi Hulot. Je ne peux pas, moi, expliquer qu'on ne doit pas faire en sorte d'aller accompagner la production, le stockage, l'exploitation, et de l'autre, mettre des crédits qui, potentiellement, conduiraient à ce que, de manière indirecte, nous soyons au capital d'une société qui, pour des raisons
privés capitalistes et d'actionnariat décident dans certains endroits de faire à l'extérieur de nos frontières, en extraterritorialité par rapport à la loi et au règlement que nous nous sommes donnés, des choses que nous ne considérons plus possibles dans notre pays. J'arrive sur le gaz. Je fais quand même un détour en disant que Total est aujourd'hui le premier investisseur en France pour les énergies renouvelables. Donc le sujet, y compris de faire en sorte de pouvoir lui permettre de rencontrer des acteurs dans un contexte où ils affirment leur volonté de massifier leurs investissements dans les énergies renouvelables, n'est pas en soi une difficulté. Le sujet ensuite, c'est le type de projet qu'ils soutiennent et la manière dont ils les accompagnent. Mais chez nous, c'est le premier acteur des bornes de recharge ultra rapide, malgré ce que vous évoquiez, et c'est le premier investisseur dans les énergies renouvelables. Sur le gaz, là aussi, replaçons les choses légèrement dans leur contexte. Je suis très en paix avec la décision de refus d'exploitation chez nous, fracturation hydraulique et compagnie. Je dis juste la chose suivante. On ne peut pas regarder les décisions qui ont été prises depuis 2 ans sans les relier à un contexte géopolitique où l'hypocrisie eût été de dénoncer l'agression russe et de continuer à acheter du gaz là-bas. Et je vais même un chouïa plus loin, monsieur le rapporteur. La particularité des énergies fossiles, c'est que la plupart de ceux qui nous en vendent, plutôt, je corrige, que la plupart des pays qui les produisent ne sont pas des démocraties. Et que leurs intérêts ne sont pas nécessairement alignés sur les nôtres. Et même si j'ai beaucoup à dire sur le gaz de schiste américain compte tenu de son impact, vous avez d'un côté une forme de compromission idéologique ou géopolitique par rapport à des pays qui nous vendent des produits alors qu'ils sont en contradiction avec nos valeurs, voire qu'ils nous attaquent sur ces sujets de manière directe ou indirecte, et de l'autre, cette nécessité à la fois d'avoir une part de notre mix parce que nous n'avons pas décarboné au point où nous pouvons nous en passer, et sécuriser un approvisionnement dans un contexte où l'explosion des prix du gaz atteignait de tel niveau qu'elle finissait par avoir un impact, y compris sur l'inflation et la vie des Français, c'était chercher un chemin de crête. Est-ce qu'on l'a trouvé? Donc, est-ce qu'on a été trop loin? Pas assez? Ce que je sais, c'est qu'on a au moins sécurisé des approvisionnements dans un contexte où c'était casse-tête et en assumant le fait d'arrêter d'en acheter aux Russes. Et ça, de ce point de vue, ça me semble aller dans la bonne direction. De diminuer notre niveau d'achat et de sortir de cette dépendance. On peut jouer sur les mots, mais ce que je veux dire, on peut discuter de l'ampleur, mais on ne peut pas discuter de la trajectoire. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai beaucoup de demandes d'intervention. Je vous rappelle que nous avons le ministre des Affaires étrangères à 11h45. Je demande donc à chacun des intervenants, ça va être dur pour Monsieur Tissot, de ne poser qu'une seule question. Eh oui, c'est ça la règle. Alors justement, Monsieur Tissot, démontrez-nous que vous êtes capable de ne poser qu'une question. Oui, mais comme je n'ai pas souvent sous la main, Monsieur le Ministre... Ah oui, mais bon. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, l'enjeu de l'approvisionnement de l'Union européenne pour une part du gaz russe est un sujet qui a été fortement abordé ici dans notre commission. Alors, je vais raccourcir mon propos. On a également pu constater l'implication de Total en Russie, avec au premier plan ses parts au sein de la société Novatek, qui gère le site Yamal LNG en Sibérie, comme nous l'a confirmé d'ailleurs la semaine dernière Aurélien Hamel, directeur général stratégie et développement durable de Total Énergie. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il y a finalement une contradiction entre le soutien à l'Ukraine et le maintien d'approvisionnement en gaz russe et la participation financière d'entreprises françaises dans des actifs russes dont l'un des actionnaires pour Novatek fait l'objet de sanctions, on nous l'a dit, par l'Union européenne. Pensez-vous que la France pourrait prochainement porter ce veto sur le gaz russe au niveau européen? Et épargnez-moi, s'il vous plaît, que la France et Total se conforment aux sanctions européennes. Je pense que la France a quand même son mot à dire sur les orientations de l'Union européenne. Ensuite, sur un autre sujet, les 23 bombes carbone dont Total Énergie est l'opérateur ou l'actionnaire pourraient entraîner le rejet dans l'atmosphère de plus de 60 milliards de tonnes équivalent CO2 si elles étaient pleinement exploitées, soit 12% du budget total restant à l'humanité pour limiter le réchauffement à 1,5 degré selon le GIEC. Alors que la France est active dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la diplomatie environnementale, notamment dans la continuité de l'accord de Paris, ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il est temps d'intervenir plus fermement sur ces projets
ou sur les projets à venir, d'infrastructures considérées comme des bombes carbone, d'autant plus qu'il s'agit d'entreprises françaises. Et une autre question, ce sera la deuxième, sur la diplomatie d'énergie. Monsieur Tissot, pas trois questions. Deux, c'est déjà bien. Deux, c'est déjà bien, Monsieur Tissot. Monsieur le ministre. C'est frustrant. Oui, oui. Je crois avoir été vraiment extrêmement clair sur les bombes climatiques en disant que nous n'avions pas besoin de nouveaux gisements pour faire face à la demande et que l'argument qui consiste à dire il faut produire parce qu'on a des besoins se heurte à une réalité, c'est qu'aujourd'hui vous avez un consensus scientifique absolu sur le fait que les ressources de gisements existants suffisent à faire face à la demande existante. Il y a deux conditions. On poursuit des efforts pour diminuer cette demande parce que si en parallèle on développe des projets qui nécessitent des infrastructures, on va légitimer une partie de ces bombes carbone, et de l'autre, de façon totalement transparente, nous n'avons pas le moindre soutien budgétaire ou assurantiel à des décisions que Total prendrait par rapport à ces bombes carbone. Là-dessus, j'entends, mais je ne vois pas ce que nous pouvons faire de plus. En tant qu'État, ce que nous essayons de faire dans le cadre d'une diplomatie environnementale se heurte à des réalités géopolitiques particulièrement complexes. Je ne vais pas me lancer dans un sujet long, mais quand à Chennai, au G20 l'année dernière, vous avez le ministre canadien au bord des larmes qui vous parle des 14 millions d'hectares qui sont partis dans les incendies, que vous avez le Pakistanais qui discute des inondations et qu'en parallèle, vous avez les Iraniens, les Saoudiens qui vous expliquent que ça n'est pas une raison pour qu'on fasse en sorte d'accélérer sur les énergies fossiles, vous mesurez la difficulté objective, et je ne parle que des 20 pays les plus riches, à se retrouver dans cette situation. Quand vous avez des homologues qui vous disent, parce qu'ils sont producteurs de pétrole, que chez eux, s'il y avait une diminution de l'activité ou des rentes, ça conduirait à des révoltes sociales parce que ça permet de tenir une forme de paix sociale et qu'il y aurait des bombes de réfugiés, il y aurait des conséquences de révoltes locales avec des déstabilisations et qui considèrent que leur responsabilité, c'est de faire en sorte de continuer à avoir de quoi nourrir leur peuple et éviter des explosions sociales. Mais je sais, je veux juste vous expliquer que la réalité complexe, c'est que là, on se heurte encore une fois à des États souverains et sans remonter très loin, quand vous rencontrez des élus guyanais qui vous demandent s'il n'y a pas un double standard entre le Guyana voisin qui va se retrouver à devenir immensément riche et à devenir le Qatar d'Amérique du Sud, quand en parallèle, nous refusons qu'il y ait une exploration des éventuels potentiels qu'il y aurait au large de la Guyane, je peux vous assurer que là, nous assumons pleinement une cohérence par rapport à ce que sont notre territoire et nos eaux. Sur la partie Ukraine-Russie, sincèrement, ce serait m'élever au-dessus de ma condition et du degré de ce que je connais que de vous répondre de manière précise sur ces sujets qui ne relèvent pas de mon portefeuille ministériel. J'en ai le degré de lecture et de connaissance que vous en avez. Je n'en ai pas davantage compte tenu de ma responsabilité, puisque ce ne sont pas des sujets que nous traitons directement. Monsieur Barros. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre. Bruno Le Maire, qu'on a reçu ici même la semaine dernière, nous parlait de l'entreprise Total comme un atout pour la France, avec un président qui incarne parfaitement cet entrepreneuriat français et qui fait l'honneur de la France à l'international. Vous exprimez dans vos propos le fait qu'on a besoin en France d'entreprises qui soient des alliés dans le cadre de la décarbonation, du changement lié au changement climatique et peut-être accompagner quelque part un changement de monde, parce que c'est vrai qu'on s'ouvre dans une situation qui va nous obliger à regarder les choses de manière très très différente. Et on voit bien qu'un atout, un allié, on l'accompagne, et c'est vrai qu'en France, on accompagne énormément Total sur ces projets, et à la fois sur des projets accompagnés par l'ADEME, par d'autres dispositifs, qui, quand on prend projet par projet, ne posent aucun souci, mais qui, sur le fond, posent quand même un souci sur des moyens qui sont engagés par l'État pour accompagner des projets portés par Total, alors que côté collectivité, on voit que les ressources, notamment des GF et autres, sont de plus en plus contraintes et que le rapport Pisani-Ferry proposait justement que du côté des collectivités, il y ait une capacité d'investissement très très lourde, de presque 30 milliards par an pendant plusieurs années, pour justement rénover, accompagner sur la transition énergétique, et que ce sera un levier très important dans la question du réchauffement climatique. Alors, moi, je me pose la question, et je vous la pose aussi, on accompagne beaucoup une entreprise qui, pour le coup, émet dans le cadre de ses productions autant qu'un pays comme la France, en termes de CO2, qui investit massivement dans les énergies fossiles
sur un horizon 2030, malgré les alertes du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie, qui réalise des profits énormes tout en payant malgré tout très peu d'impôts en France grâce à une pratique tout à fait discutable d'optimisation fiscale. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer sur une autre stratégie qui serait peut-être de contraindre un peu plus ce type d'entreprise plutôt que de l'accompagner massivement, comme d'autres d'ailleurs? Mais est-ce qu'à un moment donné, il faudra peut-être qu'on change de braquet de ce côté-là? Le soutien à Total, les 2 dernières fois qu'il a été activé, de manière active par notre pays, c'est pendant le quinquennat de M. Hollande, entre 2012 et 2017. Les 2 derniers projets, ils ont été soutenus par des gouvernements de gauche qui, malgré un discours sur la redistribution, la cohérence, la sortie de l'hypocrisie, ont accompagné à la fois Yamal LNG et Ichthys LNG en Russie et en Australie en 2017 et en 2013. Depuis cette date, il n'y a pas eu, de la part de l'État français, le moindre soutien à l'exportation, la moindre garantie des projets. Et donc, de ce point de vue, je le redis, j'entends le discours, je vous dis que de manière analytique et clinique, quand je regarde ce qu'est la réalité du soutien de l'État et du gouvernement, depuis 2017, il n'y a pas eu d'engagement budgétaire et financier de l'État, ni sous forme de crédit direct, ni sous forme d'assurance, pour accompagner les projets. Ensuite, sur la question attenante, conjointe, profit, soutien, etc., là aussi, pour ce que j'en sais, 20% du chiffre d'affaires se fait en France. Le mécanisme de financement et de fiscalité, il n'a pas été conçu pour ou contre telle ou telle entreprise. Il est l'application du dispositif, j'imagine, du ministère de l'économie et des finances aux différents modèles. Notre soutien à l'investissement, il est concentré aujourd'hui non pas sur les entreprises, mais sur les projets. La réalité des dispositifs qui sont liés à notre planification écologique, c'est en fonction des projets. On a 2 portes d'entrée, une qui est, j'allais dire, que je qualifierais de sectorielle, avec des crédits qui vont être mis sur la voiture électrique et dont ensuite, par exemple, on va pouvoir déterminer si on les met davantage, quelle est la part qu'on met sur les bandes de recharge, sur les véhicules spéciaux, la part de leasing, la part de soutien en fonction des déciles, idem sur la rénovation. Et de l'autre, on a des soutiens, dans le cadre en particulier de France 2030 ou des sites les plus émetteurs, qui ne sont pas liés à la personnalité de la structure, mais à l'ampleur du projet et à l'efficacité éventuelle et au niveau d'intégration et au niveau d'investissement porté par l'entreprise elle-même. Un des modèles auxquels je crois le plus, c'est précisément celui des zones industrielles bas carbone, où, indépendamment de qui sont les acteurs, on fait en sorte d'utiliser l'entreprise ou la zone dans son ensemble pour permettre à des entreprises de plus petite taille de bénéficier, par exemple, de la chaleur fatale du voisin, de dispositifs d'investissement qui permettent d'aller diminuer notre dépendance à ces énergies fossiles. Et c'est notre modèle, M. Barros, de manière très claire. Voilà ce que je peux vous dire sur cette réalité, entre guillemets, du soutien. Et sur l'investissement, l'aide à l'investissement des collectivités pour justement accompagner la transition écologique? Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons doublé l'enveloppe d'investissement aux collectivités territoriales. Jusqu'en 2022, je retraite volontairement le plan de relance dont on peut considérer qu'il est conjoncturel, même s'il a eu une réalité en termes de soutien d'investissement. Le soutien à l'investissement des collectivités territoriales, ok, je dézoome 15 secondes. Le soutien aux collectivités, il prend 2 formes, le fonctionnement, l'investissement. Sur le fonctionnement, la dotation globale de fonctionnement est stable depuis 2017, elle a augmenté 2 fois au cours de ces dernières années. Sur la dotation d'investissement, nous avons une somme qui était structurellement de l'ordre de 2 milliards d'euros, qui est globalement l'addition de la DSIL et de la DETR. Nous sommes passés de 2 à 4 avec le fonds vert. J'ai caressé l'espoir qu'on passe de 4 à 4,5 avec les 2,5 au fonds vert qui étaient prévus dans la loi de finances. Les coupes budgétaires ont conduit à ce qu'au lieu que le budget augmente, il est resté stable, ce qui représente malgré tout dans le contexte un effort, et je le redis, un doublement. Ces 2 milliards d'euros, ils ont permis d'accompagner 10 000 projets. Dans ces 10 000 projets, à l'échelle du territoire, on en a 6 000 comportés sur de la rénovation et donc sur de la baisse de consommation. 3 300 sur des bâtiments, 2 800 sur de la rénovation d'éclairage public.
Arrivent ensuite des projets de soutien de déminéralisation, de renaturation, de dépollution de friches, des actions en faveur de la biodiversité, dont on peut considérer qu'ils ne sont pas directement liés à de la décarbonation, mais qui s'inscrivent néanmoins dans une ambition écologique qui est nécessaire. Et ils ont généré un effet de levier qui fait que ces 2 milliards ont entraîné 10 milliards de soutien à l'investissement. La prochaine étape, c'est un fonds d'adaptation face aux défis qui sont devant nous et qui sont parallèles à tout cela, dont on aura l'occasion de reparler dans le cadre du PNAC. Merci, Monsieur Westhousfort. Merci, Monsieur le Président. J'accepte évidemment le principe de la concision en espérant que lorsqu'on recevra Monsieur Pouyanné, on aura un temps beaucoup moins limité, mais ce qui est tout à fait normal. Je veux revenir sur... Je veux revenir d'ailleurs sur un enjeu que vous avez parfaitement posé, Monsieur le Président, qui est la question de la demande. On a des leviers qui existent quand même pour jouer sur la demande, et Monsieur le Ministre, vous en avez évoqué quelques-uns, notamment levier en termes de fiscalité, en termes de taxation, même si j'ai bien conscience que plus le périmètre est large, plus l'action est efficace. Et donc j'avais une question précise. Est-ce que vous êtes favorable à ce que demande le PDG de la SNCF, M. Farandou, depuis déjà quelques mois, pour avoir une règle du jeu et de concurrence qui soit plus juste et plus conforme à nos objectifs entre le transport ferroviaire et le transport aérien? C'est une augmentation de la taxation du kérosène. Merci, Monsieur le Sénateur, pour votre question. Plusieurs éléments de réponse. Le kérosène faisait l'objet d'une sous-taxation, puisque le kérosène était moins cher que l'essence jusqu'à l'année 2023. Première modification, augmentation de 70% des taxes sur le kérosène pour que nous mettions fin à ce qui était une forme de niche fiscale qui était contraire aux discussions qu'on était en train d'avoir. Et c'est précisément le cas avec cette augmentation que j'ai portée avec Clément Beaune, qui était le ministre délégué chargé des Transports à l'époque. On a encore une ou deux marges d'amélioration. Pas forcément sur la fiscalité, mais j'assume par exemple de dire que le taux réduit de TVA sur les liaisons intérieures, on a posé un principe d'interdiction avec lequel je suis très à l'aise suite à la Convention citoyenne, il reste un taux réduit de TVA pour les vols intérieurs dont je ne comprends pas totalement la philosophie par rapport à nos objectifs et à nos ambitions. Idem, des taux réduits de TVA à l'achat sur des chaudières gaz, pour reprendre l'élément dont je parlais, ne sont pas de... Autant c'est une chose d'interdire, autant c'en est une autre d'envoyer le signal prix qui consiste à encourager les consommateurs à faire le bon choix de matériel, puisqu'ensuite on peut penser que les volumes avec lesquels ils rempliront ces vecteurs seront soumis à cette nécessité de réduction de trajectoire. Je veux quand même dire une chose, c'est que le soutien à la SNCF, ça n'est pas qu'un soutien sur les conditions d'exploitation, c'est aussi un soutien sur les conditions du réseau. Et là, on est face à une grande cause nationale, et je parle dans une maison qui le dit depuis longtemps. On a fait un choix collectif dans ce pays, je ne dis pas qu'il était conscient, mais quand on est dans les années 80, on a pris l'argent de la régénération pour le mettre sur l'ouverture de lignes nouvelles, on a dégradé, entre guillemets, notre patrimoine, au point que, alors qu'on avait 29 000 km de voies qui faisaient notre fierté, on est descendu à un niveau extrêmement faible, avec une forme de facilité, parce que comme vous n'inaugurez pas ce que vous régénérez, mais que vous inaugurez la nouvelle LGV, en quelque sorte, il y avait une plus-value politique dans le fait de se concentrer sur ce type de choses. Et en plus, on a bouleversé doublement l'aménagement du territoire, en accélérant un phénomène de métropolisation, en réduisant les distances et les durées de trajet dans certains domaines, mais en rallongeant les durées de trajet pour d'autres. Or, c'est une chose de les accélérer dans un cas, c'en est une autre de les diminuer pour d'autres. Ce travail de réparation, il est au cœur à la fois de la loi d'orientation des mobilités qui, en 2019, pour la première fois, a remis de l'argent sur la régénération, et à la fin de ce quinquennat, ce sera 1 milliard supplémentaire par rapport au début de moyens consacrés à la régénération. Et je me permets de dire que c'est le socle du soutien au ferroviaire. Parce qu'à chaque fois que vous avez une ligne comme Paris-Clermont, la publicité qui est faite et l'encouragement, et je prends volontairement ça, je ne vais pas pousser jusqu'au Lot ou jusqu'à d'autres territoires, mais je pourrais, et je sais que vous y seriez sensible, Dieu sait qu'on a, sur ces territoires, un sentiment d'abandon accentué par des durées de trajet et des conditions de circulation qui sont chaotiques, et que le sujet, ce n'est pas que le prix, c'est la durée et le service. Et donc, je replace les choses, regardons les questions de prix, mais de mon point de vue, l'essentiel de l'effort, aujourd'hui, il est bien sur la qualité de service, sur la régularité, et donc sur les moyens à la régénération et à l'investissement.
Monsieur Folliot. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Je voudrais revenir sur les enjeux relatifs au gaz. Au gaz. Vous avez développé un certain nombre d'éléments relatifs aux problématiques qu'il y avait, notamment au regard de ce qui s'est passé par rapport à la Russie. Je partage tout à fait votre analyse au regard de l'hypocrisie qui aurait été la nôtre de continuer à importer du gaz venant de Russie par rapport à la situation liée à l'Ukraine. Du reste, nous aurions peut-être certainement dû commencer dès 2008 ou de 2014. Et que nous avons assurément manqué de clairvoyance par rapport à cela. Vous êtes un Européen convaincu, Monsieur le Ministre. Et la taxonomie est une décision de l'Europe relative au fait d'y avoir deux énergies dites entre guillemets écologiques de transition que sont le nucléaire et le gaz. Est-ce que vous mettez sur le même niveau toutes les énergies fossiles ? Est-ce que pour vous, le gaz a un élément de différenciation par rapport au charbon et par rapport au pétrole? Ensuite, vous avez dit que vous assumiez totalement la loi dite Hulot de non-exploration, de non-exploitation des ressources donc en France. Moi, je voulais que vous poussiez un petit peu dans vos retranchements par rapport à un enjeu et à un élément. Un de vos prédécesseurs a décidé d'arrêter les permis de recherche sous l'île de João de Nova parce que le canal du Mozambique est la mer du Nord ou le golfe Persique du XXIe siècle. Et du reste, Total est engagé puisque Total exploite un gisement gazier au Mozambique. Et donc la question que je voulais vous poser par rapport à cela, est-ce que pour vous, il n'aurait pas été, dans le cadre de cet élément de transition, utile de se poser une question, puisque vous nous avez dit finalement le choix que nous avons avec le gaz, c'est ou du gaz de schiste venant des États-Unis ou du gaz naturel venant de dictatures. Excusez-moi, mais je caricature, mais c'est peu ou prou cela. Et que donc, dans ce cadre-là, le fait qu'il puisse y avoir une ressource nationale qui est avérée, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, donc on ne sait pas les quantités, les conditions d'exploitation, est-ce que ce n'aurait pas été un élément qui nous aurait permis de mieux maîtriser ce cadre de transition? Monsieur le ministre. Il y a deux parties dans votre question. Une qui est simple parce qu'elle repose sur une réponse que je peux étayer scientifiquement. L'autre qui consiste à se demander ce qui se serait passé ou ce qui pourrait se passer si on avait fait d'autres choix, sur lequel je vais essayer d'être honnête, mais sur lequel évidemment c'est plus compliqué. Toutes les énergies fossiles ne se valent pas. Il y a naturellement une sorte de merit order, ou en tout cas, je vais éviter d'utiliser un terme anglais, mais une hiérarchie très claire sur les dégâts et les conséquences sur l'environnement sous plusieurs aspects, y compris sur des impacts de santé humaine. Le pire, c'est le charbon, ensuite c'est le pétrole, et le moins pire, c'est le gaz. Si je simplifie les choses, c'est ça le sujet. Ce qui doit d'ailleurs nous conduire, puisqu'on parle de transition, à avoir un regard sur ces types d'énergie qui doivent épouser cette réalité. La sortie du charbon est autant un impératif climatique qu'un enjeu de santé humaine, parce que c'est là-dessus qu'on a les impacts les plus forts. À l'inverse, considérer qu'on peut avoir une forme de souplesse sur le gaz a du sens. Hier, le Parlement européen a adopté un texte dont, me semble-t-il, Yannick Jadot avait été le rapporteur initial sur la question des transports urbains. J'assume qu'on ait pu dire que la date de 2030 était trop précoce pour obliger des flottes à passer à l'électrique, alors qu'il y a des collectivités qui ont investi sur le bio-GNV et qu'il y a une forme de pragmatisme à ce qu'on accompagne, à ce qu'on regarde comment l'urgence, c'est la sortie du diesel compte tenu de son impact particules fines. Ça peut être d'assumer des formes de transition, d'autant que, on va être honnête, il y a des domaines où la modestie et l'humilité doivent nous conduire à dire que nous n'avons pas trouvé des énergies de substitution dont on est encore certain qu'elles matchent. L'hydrogène, c'est une promesse, mais enfin, si ce n'est pas de l'hydrogène verte, on ne fait que prolonger la difficulté et faire du greenwashing. Est-ce que ça fonctionne pour tout ? Dans quelle mesure, dans un contexte où toutes les énergies ne seront pas disponibles de manière abondante, comment est-ce que je traite la décarbonation, par exemple, du maritime ?
Et pourquoi je dis du maritime? C'est parce que la capacité mondiale des chantiers navals fait que si dans 5 ou dans 10 ans je décide d'une nouvelle technologie, je ne serai pas au net zéro en 2050 compte tenu du nombre de navires à changer si ce n'est pas d'abord sur une forme de rétrofit qu'on s'appuie. Donc on voit bien que derrière la question telle qu'elle est posée, on a des enjeux qui nécessitent de faire preuve d'une part d'humilité et de sortir de la posture pour entrer dans le détail. Et donc je vous dis clairement, le gaz a évidemment moins d'impact que n'en a le pétrole, qui lui-même en a moins que le charbon. Mais tout ça, j'allais dire que c'est la hiérarchie du mauvais côté. Le sujet, c'est comment on va vers des énergies renouvelables, vers des choses qu'on produit, etc. Le Mozambique, les décisions de non-exploration. Moi, j'entends tout ça. Le même argument aurait pu être utilisé pour le gaz de schiste. Il l'a d'ailleurs été, par des gens qui, à une époque, disaient « Pourquoi se priver d'une capacité à produire nous-mêmes » Et le président de la République, qui fait le choix à l'époque, avait pourtant un discours sur la souveraineté et sur la production nationale qui aurait pu conduire à une décision différente à la fin. Dans l'arbitrage qui est fait et qui consiste à dire le faire, ce sera y compris soutenir une forme de demande alors qu'on doit diminuer cette demande, me semble juste, et le fait de ne pas prendre le risque de jouer aux apprentis sorciers avec des écosystèmes qui sont fragiles et sur lesquels nous ne parlons plus de dérèglement climatique mais d'érosion de la biodiversité a un impact. Et je me permets d'être précis là-dessus. C'est d'autant plus grave que quand on abîme des écosystèmes, on abîme la capacité de la nature à nous aider à lutter contre ça. On sous-estime par exemple la capacité de captation de carbone qui existe au niveau des océans, le rôle que peuvent jouer les herbiers de Posidonie au bord de la Méditerranée, des écosystèmes que nous ne connaissons pas encore tous à l'échelle de la planète qui participent à des absorptions. Et donc, moi je vais vous dire, je relie cette décision à celle qui a été annoncée par le président de la République en marge du sommet de Sharm el-Sheikh sur le refus pour la France de participer à l'exploitation minière des fonds sous-marins. On est face à un sujet où, je vous le dis en toute simplicité, que l'humanité tourne le dos à des énergies qui font la richesse des uns et des autres. On comprend que ce soit compliqué parce que le poids des égoïsmes et la part sur le PIB des uns et des autres peut conduire à ce que chacun regarde le truc depuis sa fenêtre. Mais qu'on ne soit pas capable de se mettre d'accord, que sur des espaces vierges, que personne n'a commencé à exploiter, il serait de notre intérêt collectif de ne pas y toucher parce que tous les endroits qu'on a touchés ont fini par entraîner des formes de dégradation et que nous soyons aujourd'hui le seul pays à être pour le refus et qu'il n'y en ait qu'une trentaine qui aujourd'hui s'expriment en faveur d'un moratoire et qu'un pays comme la Norvège ou comme certains pays scandinaves qui sont très vocaux sur la question des engagements climatiques soit en train de délivrer les premiers permis de forage, ça peut participer à une forme de découragement dans la fonction qui est la mienne. Parce que vous dites que si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les espaces vierges, ça complique encore davantage la façon dont on va se mettre d'accord sur les process de transition. C'est pas faux, mais votre question n'était pas tout à fait simple. Merci, Monsieur le Ministre. Madame de Véza. Oui, merci Président. Monsieur le Ministre, merci de votre présence. Ça nous permet effectivement d'en savoir un peu plus. On a beaucoup parlé des entreprises et du chemin de la décarbonation. Je suis moi-même sur une mission d'information actuellement sur la transition, sur les entreprises et climat. Donc on a rencontré beaucoup d'entreprises ces derniers temps, on a auditionné. Elles ont beaucoup de mal, mais elles s'y mettent. Elles s'y mettent et ça, c'est bien. Moi, je voudrais revenir sur une activité quand même qui est assez difficile. Selon l'activité, c'est plus simple, effectivement, d'engager, je dirais, la décarbonation. En métallurgie, où on sait qu'effectivement, il y a un besoin, je dirais, très, très important d'énergie. Hein, c'est vraiment important. Comment faire pour aller sur le bas carbone ? Comment vous voyez les choses, Monsieur le Ministre? Parce que ça risque d'être problématique sur ce type d'activité, en tout cas. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Madame la sénatrice de Véza, je serais heureux de lire votre rapport s'il me permet de me renseigner sur les leviers et sur les moyens utilisés. Ce que j'en sais là aussi, et je l'assume assez superficiel compte tenu du fait que nous devons tout décarboner. Donc il y a des domaines dans lesquels j'ai eu des occasions d'entrer dans le détail, d'autres moins. Sur la métallurgie, les investissements qui sont à conduire pour que nous puissions faire évoluer
les modèles, d'autant que dans un certain nombre de cas, on a encore du charbon qui sert à participer à la production, est absolument clé et stratégique parce qu'on a besoin parce que la métallurgie participe, entre guillemets, aux solutions dont nous avons besoin. En clair, on doit continuer à en produire. Il y a des domaines dans lesquels on peut faire bouger nos modes de production, mais là, on voit bien qu'on est face à des besoins. Donc là, c'est le soutien d'investissement, c'est les tranches nucléaires qui sont imaginées à proximité de ces sites, c'est les réflexions autour de l'hydrogène, c'est les lignes à haute tension depuis des centrales existantes pour venir raccorder les différents sites. Et je vous dis, là-dessus, on peut avoir un espoir que l'hydrogène soit une solution qui puisse être pertinente et intelligente. Mais on a des besoins d'énergie continue qui supposent de ne pas dépendre de sources qui soient intermittentes et donc qu'on ait des volumes qui soient élevés. Je livre à votre réflexion ce sujet-là. Quand on regarde les choses depuis la France, et même depuis l'Europe, on a un biais par rapport à ce que sont les besoins à une autre échelle. Et moi, je veux dire qu'il y a un chiffre qui me hante depuis un peu moins de 2 ans. C'est le fait de penser que la moitié des mètres carrés de la planète qui existeront en 2060 ne sont pas encore construits. Et qui se construit chaque mois la surface du Japon à l'échelle de la planète en termes de construction. Et c'est un sujet sur lequel, parce qu'on est aujourd'hui dans des approches pays, il est urgent qu'on entre dans des approches sectorielles sur la manière dont on baisse notre besoin et notre demande, à la fois en matériaux et en énergie. Parce que si on se contente seulement d'être sur des approches nationales, à un moment, sans aider à des échanges de bonnes pratiques, on aura une difficulté. C'est évidemment la construction bois, c'est le fait d'aller vers des types de matériaux qui entraînent moins d'empreintes, c'est le fait de retrouver... Enfin bref, je n'entre pas dans le détail, mais pourquoi je dis ça? Parce que je prends cet exemple parce qu'il est dans le portefeuille ministériel au titre du logement et qu'on a organisé le premier forum mondial sur le sujet il y a quelques semaines. Je suis convaincu que dans d'autres domaines sectoriels, la métallurgie ou d'autres, l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'il puisse y avoir une capacité à se parler, pas seulement au niveau des États, mais à l'intérieur aussi des professionnels, fera partie de la solution pour baisser la demande. Non, c'est... Allez, une ultime alors. Pour la route. Pour la route. Monsieur le ministre, vous avez parfaitement décrit à la fois les besoins de ne pas l'exploiter sur des zones vierges et l'articulation climat et biodiversité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour stopper le projet en Ouganda et en Tanzanie qui se fait, vous le savez, dans des réserves naturelles, qui amène à des déplacements de population assez massifs, y compris avec de la répression. Donc on est à la fois sur tout ce que vous dénoncez dans vos propos depuis tout à l'heure. Je crains que le rapporteur n'ait confondu la dernière question au ministre de la Transition écologique avec la première question au ministre des Affaires étrangères que vous recevez dans quelques instants. Rassurez-vous, il pose la même... Il y a 15 ans, très exactement, je rencontrais Yannick Jadot pour la première fois. Vous ne l'avez pas suffisamment influencé. Non, je souhaite juste, en apportant cette réponse, tout simplement parce que c'était une campagne des élections européennes qui, à l'époque, s'organisait de manière régionalisée, que nous étions tous les deux tête de liste dans le Grand Ouest. Et je veux dire que le militant associatif qui ne portait pas de cravate que j'ai rencontré à l'époque et le représentant de l'UMP gouvernemental que j'étais, si je mesure ce que sont nos évolutions personnelles, dans ma prise de conscience accélérée depuis 15 ans de ces enjeux, dans les fonctions que j'ai pu exercer, et dans votre volonté de faire en sorte d'être constructif et de regarder comment on se rapproche, est sans doute un des points qui me rassure sur la capacité à construire un chemin de convergence entre les hommes et les femmes de bonne volonté. Pour rester dans cette tonalité responsable, je ne veux pas vous faire croire que le ministre que je suis disposerait d'un moyen pour contraindre un État souverain à abandonner son projet. Je continue de penser que nous devons agir sur 2 leviers. Appuyer la communauté scientifique pour éclairer la décision des décideurs dans tous les États du monde et dans le même temps proposer des alternatives crédibles pour que des pays pauvres ne se disent pas que le seul moyen de pouvoir sauver leur population, c'est de faire en sorte de trouver un gisement et de l'exploiter en se privant de ce que sont parfois les ressources de leur territoire. De ce point de vue.
l'initiative qui a été prise au moment du One Forest Summit sur le fait de se demander comment on aide des États à préserver leurs forêts, parce que finalement vous gagnez de l'argent quand vous déforestez, vous ne gardez pas quand vous la conservez, or vous stockez du carbone pour le reste de la planète sans le savoir, en jouant un rôle de gardien du climat. On n'a pas trouvé le modèle aujourd'hui crédible qui permette d'aller proposer des alternatives globales à ce type d'exploitation. On commence à le faire dans un des domaines qui nous différencie et qui consiste par exemple à soutenir des pays dans le fait d'investir plutôt dans du nucléaire que dans du charbon dans un certain nombre de domaines avec les JETP, mais je dois reconnaître qu'on n'a pas encore craqué le code en ce qui concerne ce type de difficultés et de sujets. Et là, tout se retrouve. Parce que les tensions internationales et la manière dont y compris la Russie est capable d'agiter le Sud global sur ce que seraient nos réflexes colonisateurs doivent nous conduire à manier ces concepts avec prudence pour ne pas donner le sentiment qu'on empêche ces États d'utiliser des leviers que nous avons utilisés quand on était à leur niveau de PIB par habitant. Et ça rend compliqué de se poser en donneur de leçons avec ce contexte global. Et pour autant, c'est indirectement leur propre intérêt, celui de leur population et de leur biosystème. Et donc je le dis, là, je ne suis pas persuadé que ce soit aux États, et en particulier aux États occidentaux, d'être en première ligne sur le sujet. Il faut qu'on arrive à la fois à élargir le nombre de ceux qui s'expriment et à pouvoir le dire différemment. Et je fais un lien, et vous me pardonnerez de terminer là-dessus, il y a d'autres combats environnementaux où on a la chance parfois d'avoir des acteurs sur lesquels on peut aussi être capable de s'appuyer pour porter des messages. Je pense par exemple au rôle du Rwanda ou du Kenya dans l'interdiction du plastique, et qui permettent d'avoir parfois des dialogues dans lesquels les messages peuvent passer de manière plus simple. On n'a pas encore totalement trouvé ça en ce qui concerne le fossile. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette audition qui, j'en suis sûr, a passionné tous les intervenants et tous ceux qui nous regardent. Merci infiniment.